bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi est secrétaire général de Calédonie Ensemble, élu à la province Sud et au Congrès, ancien président de la province Sud et chef du groupe Calédonie Ensemble au Congrès, Philippe Michel. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes 4 mois, jour pour jour, après les provinciales du 12 mai. Vous n'avez plus que 7 élus à la province Sud, 6 élus au Congrès. Où en êtes-vous ? Est-ce que vous avez analysé les causes, les raisons de la défaite ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, il y a plusieurs choses à dire sur le sujet. D'abord, il faut accepter le verdict des urnes, parce que en démocratie, le verdict des urnes est souverain, et clairement, nous avons subi un revers lors des dernières élections provinciales. Pourquoi ? De notre point de vue, pour 2 raisons. Le premier, c'est qu'on a subi le contre-coup d'éléments de la conjoncture économique et politique du moment. Je veux parler du ralentissement économique consécutif à la crise historique des cours du nickel depuis 2015. Je veux parler du choc pour beaucoup de Calédoniens du résultat du référendum que personne n'avait pronostiqué. Je veux parler de la TGC qui a focalisé à tort, mais on y reviendra, les Calédoniens sur les questions de vie chère, alors que la TGC avait été votée pour tout le monde. Bref, on a été jugé responsable de tout ce qui n'allait pas. On vous a fait porter la responsabilité de tout ça. Mais en même temps, c'est normal, hein, on dirigeait les institutions, donc on est responsable, c'est la règle. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la configuration très particulière de cette élection, dans laquelle on s'est retrouvé avec un maximum de petites listes qui n'existaient pas en 2014 ou en 2009, qui se sont positionnés en plus sur des marqueurs politiques de Calédonie Ensemble, c'est-à-dire l'environnement avec la liste de Martine Cornaille, l'évolution économique avec la liste de Casarérou, la liste communautaire de l'éveil océanien, etc. Et effectivement, ces petites listes, c'est à nous qu'elles sont venues prendre un maximum de voix. Voilà. Donc voilà pour les explications ou l'analyse. Vous mettez pas de raison politique, les reproches qui ont pu vous être faits d'une trop grande proximité avec les indépendantistes. Non, parce que ces éléments-là, depuis la création de l'Avenir Ensemble d'abord et de Calédonie Ensemble ensuite, en réalité, c'était des critiques récurrentes qui nous étaient faites. Et pourtant, sur les élections précédentes, ça nous avait pas pénalisé à ce point-là. Non, et puis les gens qui votent pour nous savent pourquoi ils votent pour nous et assument pleinement ce positionnement. Donc, alors, la défaite, elle est claire, mais j'observe quand même un ou 2 éléments positifs pour Calédonie Ensemble. Le premier, c'est que l'Avenir en confiance, dont je rappelle qu'il n'est pas un mouvement politique, mais un regroupement de 5 partis politiques. Le Rassemblement de Thierry Santal, les Républicains calédoniens de Sonia Baquès, le MPC de Gilles Brial, le MRC de Philippe Blaise et le RPC d'Isabelle Lafleur, n'a pas enregistré de progression en termes de voix à ces élections par rapport au score que ces 5 mouvements avaient totalisé en 2014. À 2% près, ils font le même score. Et inversement, c'est vous qui vous êtes effondré en fait. C'est les fameuses petites listes qui nous ont pris beaucoup de voix. J'observe quand même qu'on totalise à nous seuls 16 000 voix sur l'ensemble du pays, ce dont assez peu de mouvements politiques peuvent se revendiquer. Voilà. Donc, et puis le second élément d'enseignement et d'analyse de ce résultat, c'est que même si on a été jugé responsable de tout ce qui n'allait pas, moi j'estime qu'on a rempli notre mandat du mieux possible dans le contexte économique en question. Ce que je veux dire, c'est qu'en dépit de la crise du nickel, aucune usine de nickel n'a fermé. Alors, c'est pas que grâce à nous, je vous rassure. Je à la fois, modeste, vous n'êtes pas responsable de tout, mais tout n'est pas grâce à vous. Oui, c'est ça. Et puis, la TGC n'a pas provoqué de hausse significative des prix. Ni une baisse significative de 10% comme annoncé. 0% d'inflation, ce sont les chiffres officiels sur les 12 mois glissants. Non, mais voilà. L'objectif, c'était de contenir l'inflation, et en l'occurrence, elle a été contenue. Et je le dis aujourd'hui parce que dans 15 jours, il y a la levée du contrôle des prix et des marges, et j'appréhende l'impact que ça va avoir sur les prix. Notamment pour les ménages qui souffrent le plus de la vie chère. Voilà. Donc je rappelle que sur les 12 mois glissants,
avant et après TGC, donc 0% d'inflation, moins 5% sur les produits. Reconnaissez aussi que l'objectif, c'est quand même une baisse de 10% des prix et que ça, on ne peut pas dire qu'on y soit arrivé. Écoutez, l'objectif d'éviter le choc inflationniste qu'on a vu partout ailleurs à l'occasion de l'instauration d'une TVA, c'était déjà en soi un motif de satisfaction. Et puis enfin, dernier élément de bilan, si j'ose dire, on laisse les comptes de la Calédonie et de la province sud dans un état nettement meilleur que celui dans lequel on les avait trouvés. Alors, je suis pas en train de faire de la politique politicienne sur le sujet. Moi, je prends deux éléments objectifs sur le sujet. Ce sont les comptes administratifs de la province sud et de la Nouvelle-Calédonie qui ont été examinés par les nouvelles assemblées à la province sud et à la Nouvelle-Calédonie. À la province sud, on laisse 3 milliards d'excédents dans les caisses. À la Nouvelle-Calédonie, on laisse 4 milliards d'excédents dans les caisses. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qui explique que ces comptes administratifs ont été votés par tous les groupes politiques, sans exception, après les élections provinciales. Donc les électeurs ont vraiment été injustes. Conséquence de la défaite, en tout cas, il y a du tangage dans vos rangs, c'est souvent le cas dans ces cas-là. Quelques jours après le résultat, la démission de Nicolas Metzdorf et de Nina Juillet, c'était deux jeunes espoirs du parti, c'est un coup dur ? Alors, ou c'est anecdotique ? Je vais pas vous dire que c'est anecdotique, mais je vais pas vous dire non plus que c'est la fin du monde. Vous allez vous en remettre. Oui, c'est ça. Faut pas s'inquiéter. D'abord, la première chose que je veux dire sur le départ de Nicolas Metzdorf et de Nina Juillet, c'est que chacun est libre de faire ce qu'il veut. À Calédonie Ensemble, on entre et on sort librement. La deuxième chose dont je me souviens, c'était les paroles de Nicolas Metzdorf à l'occasion du dernier meeting de Calédonie Ensemble, le 9 mai au Coin du Beach, devant 1500 personnes. Moi, je me souviens que Nicolas Metzdorf, 5 jours avant de nous quitter, il déclarait devant 1500 personnes à quel point il était attaché au projet politique de Calédonie Ensemble, à quel point il croyait dans les leaders de Calédonie Ensemble, à quel point il était reconnaissant à Calédonie Ensemble d'avoir fait une telle place aux jeunes, et à lui en particulier. Et puis 5 jours après, il nous quittait. Ce que je veux vous dire, en un mot, c'est que je crois que tout ça, c'est tout simplement une misérable petite affaire d'ambition personnelle. Si Calédonie Ensemble avait gagné, personne ne serait parti. Dès lors qu'on a perdu ces élections, c'était pas bon pour la suite de sa carrière politique, probablement. Mais chacun fera son examen de conscience en temps utile. Il y en a d'autres qui sont partis, moins connus, peut-être moins emblématiques, ou pour l'instant, est-ce que vous enregistrez une fuite de vos adhérents? Non, je vous rassure, Elisabeth, parce que je vous sens inquiète. Je vous rassure, tout va bien. Il y a l'inconnu Philippe Germain, il en est où? C'est votre représentant au sein du gouvernement. Il vous a franchement un peu forcé la main en votant pour Thierry Santa contre, semble-t-il, l'avis du parti. Il appartient toujours à Calédonie Ensemble, il a pris son autonomie? Non mais... on va pas passer la matinée sur les questions personnelles. Vous aurez observé qu'effectivement, après chaque revers électoral, dans chaque camp, il y a un peu de flottement. Donc je vais pas essayer de vous expliquer que tout allait parfaitement bien et tout le monde se sentait bien chez Calédonie Ensemble. Il y a eu un peu de flottement. Mais je vous rassure, Philippe Germain est à Calédonie Ensemble, tout va bien, merci. Et lui, comme les autres élus, nous continuerons ensemble à porter ce que nous devons porter. Avec le recul, il a eu tort ou il a eu raison de voter pour Thierry Santa en débloquant la situation et en permettant l'installation, la mise en place du gouvernement? Non, mais personne n'avait intérêt, dans une période compliquée avec des échéances comme celle du rétablissement des comptes du RUAM, celle de garantir le bon fonctionnement du Medipôle, celle de préparer correctement les prochains référendums, à jouer la stratégie du pourrissement. Donc fondamentalement, bien sûr que la stratégie qui consiste à bloquer ad vitam aeternam les institutions n'a pas de sens. Voilà. Simplement, dans le contexte, nous, on était partisans de poursuivre les discussions avec l'Avenir en Confiance pour que Calédonie Ensemble et ses 16 000 électeurs soient un peu mieux intégrés dans la gestion des institutions, parce que je vous fais remarquer que sans Calédonie Ensemble et ses 16 000 électeurs, l'Avenir en Confiance ne dispose d'aucune majorité stable pour faire tourner
le gouvernement et le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Il a beau s'allier avec l'éveil océanien, qui d'ailleurs nous explique qu'il est ni pour ni contre l'indépendance, ou voter pour Gilbert Thuyenot à la vice-présidence du gouvernement, il n'empêche qu'il n'a pas de majorité. Et qu'à 1 an du prochain référendum, c'est un fait qui est politiquement inquiétant. En 2009, lorsque Pierre Frogier a gagné les élections, la première chose qu'il a faite au lendemain, ça a été de tendre la main à tous les autres mouvements indépendantistes pour les associer à la gestion des institutions. Et en 2014, lorsque Philippe Gomès a gagné les élections, il en a fait de même. Et le rapport de force, c'était pas le même cette fois-ci au sortir de ces élections, vous le savez bien. 20 sièges à la province sud, c'était un score qui n'avait pas été fait depuis très longtemps. L'enjeu, Elisabeth, est le même. L'enjeu est exactement le même. L'enjeu, c'est avec quelle majorité allons-nous diriger les institutions du pays? Ça, c'est le premier enjeu. Et le deuxième enjeu, c'est comment allons-nous gérer la question du référendum et de la sortie de l'accord Nouméa du côté des mouvements de sensibilité non indépendantistes. Ça devrait transcender tout le reste. C'est ce qui a justifié qu'en 2009, Pierre Frogier ait fait ce choix et qu'en 2014, Philippe Gomès l'a fait. J'observe qu'en 2019... Thierry Santa et Sonia Backès ont choisi une autre méthode et je vois qu'ils n'ont pas de majorité, comme en témoigne d'ailleurs le rejet du projet de budget supplémentaire au gouvernement. On va y venir, mais tout de même, est-ce que c'est pas un peu le retour à l'envoyeur? Parce que vous parlez de 2009, de 2014, vous savez bien que les choses n'ont pas été aussi simples et aussi roses, et que Calédonie Ensemble a eu tendance à quand même exclure tous les autres partis des responsabilités. Dans la dernière partie de la mandature, d'ailleurs, vous aviez toutes les institutions. Vous n'aviez pas ouvert la porte aux autres. Elisabeth, si on en est à se faire la liste des griefs et des reproches... Non, mais je veux dire, c'est bien une attitude aussi qui... Vous avez fait la même chose. C'est difficile pour vous de leur reprocher aujourd'hui. Quand le gouvernement de Philippe Gomès est renversé sur la question du drapeau dans le cadre du partenariat entre Pierre Frogier et Charlie Pidgeot, on peut en concevoir légitimement une haine farouche. Est-ce que ça nous empêche en 2014 de tenir compte d'un principe de réalité politique? Non. Moi, ce que je dis, c'est qu'en 2019, après le résultat du premier référendum qui a surpris tout le monde, à 1 an du deuxième référendum, à un moment où se joue l'avenir du pays dans un contexte qui est difficile comme celui qu'on connaît, plus que jamais, la responsabilité politique commandée de rassembler la famille non indépendantiste. C'est tout ce que j'observe. Et j'observe d'ailleurs que le résultat de ce refus de prendre ses responsabilités, c'est que les premières difficultés arrivent. En témoigne le rejet du projet de budget supplémentaire de la Nouvelle-Calédonie, dont on a pourtant besoin, par la majorité des élus du gouvernement mardi dernier. Dont celle de Philippe Germain. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a un geste possible? Est-ce qu'il y a des rapprochements possibles, des discussions possibles? Est-ce qu'au nom des grands principes que vous évoquez, l'entre-deux référendums, les grandes réformes à établir, est-ce que Calédonie Ensemble va être prête à constituer cette majorité, à voter, à donner une majorité au Congrès, au gouvernement? Nous n'avons jamais varié de discours depuis le 12 mai dernier. Nous réclamons depuis le 12 mai une prise en compte des 16 000 électeurs de Calédonie Ensemble au sein des partis de sensibilité non indépendantistes. Nous réclamons depuis le 12 mai un minimum de respect et un accord de gouvernance entre non-indépendantistes pour garantir et la gestion des institutions et le bon déroulement des 2 prochains référendums. Un accord de gouvernance, ça veut dire des places aussi. Maintenant, tout est pris. Ça a mis un certain temps de mettre en place des institutions, mais j'ai envie de dire qu'il n'y a plus de place disponible, quoi. Qu'est-ce que vous voudriez? Moi, j'observe que dans un premier temps, au lendemain du 12 mai, l'Avenir en Confiance, par exemple, décide d'élire un exécutif à la province sud qui ne comporte aucune ouverture à qui que ce soit. Résultat, l'éveil océanien fait élire Rocco Amitan à la présidence du Congrès. Et une semaine après, rétropédalage immédiat, on propose à l'éveil océanien un poste de vice-président à la province sud et un poste de membre du gouvernement. Qu'est-ce que ça démontre? Ça démontre que là où il y a une volonté politique, il y a un chemin. Voilà, c'est tout. Mais après, chacun prend ses responsabilités. Alors, sur les questions budgétaires, que les oppositions sont cristallisées ces dernières semaines, l'Avenir en Confiance qui accuse la majorité sortante d'avoir présenté un budget insincère
vous évidemment, vous récusez ces termes, mais tout de même une croissance à 3-4%, c'était un petit peu optimiste dans le contexte actuel. Est-ce que vous n'avez pas été imprudent quand même en construisant le budget 2019 ? Alors, d'abord, je fais observer, parce que c'est quand même le b.a.-ba, que le budget 2019, il n'a pas été imposé par Calédonie Ensemble. Il a été voté par une majorité d'élus au Congrès de différents groupes politiques. Ça, c'est la première chose que je voudrais faire observer. C'est pas la peine d'essayer de régler ses comptes avec Philippe Germain ou avec Calédonie Ensemble sur un projet de budget qui a été adopté à une très large majorité au Congrès de la Nouvelle-Calédonie par tous les groupes politiques sauf un. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. La deuxième chose... On va dire que c'est une majorité Calédonie Ensemble indépendantiste qui l'a adopté. La deuxième chose que je voudrais dire, Elisabeth, c'est que dans le projet de budget supplémentaire que nous propose aujourd'hui Thierry Santa, qu'est-ce qu'on voit ? On voit par exemple une augmentation des impôts directs ou indirects sur l'année 2019 par rapport à la prévision du budget initial de plus 2,3 milliards. Ça veut dire quoi ? Il n'y a pas de budget pour l'instant, il n'est pas adopté. Oui. Il n'est même pas adopté au gouvernement. En tout cas, les services fiscaux nous disent que les impôts directs et indirects, à l'exception de la TGC, rentrent mieux que ce qui avait été inscrit au budget. Donc ça, c'est pas la preuve d'une insincérité budgétaire, c'est la preuve d'une prudence budgétaire. Tout ne va pas si mal. Là où on a un souci, c'est effectivement sur le rendement de la TGC. Pour une raison très simple, c'est que nous sommes sur la première année de mise en œuvre effective de la TGC qui, je le rappelle, doit remplacer 7 impôts et taxes et rapporter 51 milliards. Donc là, effectivement, il y avait une inconnue sur le rendement effectif de la TGC et les estimations naviguent entre moins 5 et moins 8 milliards de rendement effectif sur l'année par rapport à la prévision budgétaire. Mais il n'y a pas péril dans la demeure. Les excédents des différents budgets dont je vous ai parlé tout à l'heure, le rendement meilleur que prévu des autres impôts directs et indirects permet d'absorber ce déficit de rendement de la TGC. Ce qu'on conteste en réalité dans le projet de budget supplémentaire, c'est deux choses. C'est que les membres de tous les groupes politiques qui ne sont pas de l'Avenir en confiance, c'est-à-dire les membres de l'Union calédonienne, les membres de l'UNI, les membres de Calédonie Ensemble, ont été totalement écartés de toute présentation, de toute discussion en amont de la discussion du budget supplémentaire. Ce qui, quand même, pour un président du gouvernement qui a fait de la défense de la collégialité le maître mot de son action, est un petit peu choquant. Donc ça, c'est la première chose qui va pas. Si tu n'associes personne à la construction du budget, ne t'étonne pas qu'il ne soit pas voté. La deuxième chose qu'on conteste, c'est de faire peser sur un seul budget tout le poids de la diminution de recettes attendue de la TGC. Il ne faut pas enfoncer les collectivités Nouvelle-Calédonie, provinces et communes pour régler le problème du rendement de la TGC. Il y a d'autres budgets qui sont très confortables. Il y a le budget de reversement aux établissements publics qui a 10 milliards d'excédents qui doit prendre sa part sur la réduction de recettes attendues de la TGC, d'autant plus que la TGC, elle est pour moitié composée de recettes qui sont affectées à ces établissements publics. Voilà ce qu'on conteste. Ce qu'on conteste, c'est le déséquilibre, si vous voulez. C'est pas en enfonçant les collectivités qu'on va sortir le pays de nos difficultés. Il faut faire des choses de manière, collégiale et consensuelle, et équilibrée. Qu'est-ce que vous attendez maintenant ? Parce qu'il va bien falloir le sortir, ce budget supplémentaire 2019. Vous êtes prêt à en discuter, à faire des propositions ? Vous attendez que Thierry Santa vous appelle pour en parler avec vous ? Mais bien sûr que oui. Nous avons réclamé au sein du gouvernement à plusieurs reprises une discussion approfondie sur ces orientations, précisément parce que nous pensons, je le répète, que ce n'est pas en enfonçant la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes qu'on sortira le pays de ces difficultés. Il faut équilibrer l'effort. Et Calédonie Ensemble est prêt à soutenir les différents textes présentés par le gouvernement au Congrès, ou ce sera, comme répondent les indépendantistes, ça sera au cas par cas en fonction des dossiers ?
Bah, les textes, je les ai pas vus, moi. Donc ça sera effectivement en fonction des orientations et des priorités qui ressortiront de ces textes. Si le projet, c'est de remettre en cause un certain nombre d'orientations politiques qui ont été menées ces dernières années, de réduction des inégalités, etc., vous vous doutez bien qu'on ne supportera pas ces textes. Si en revanche, on nous présente quelque chose d'équilibré et de justifié, on n'est pas là pour faire de l'opposition systématique. Parce qu'on le disait, on est à 4 mois après les provinciales. Est-ce qu'on peut encore se payer le luxe de ces divisions ? On a l'impression que les partisans du maintien dans la France n'arriveront jamais à parler d'une même voix, à travailler ensemble. Est-ce que c'est pas un peu dangereux ? Et qu'est-ce qui bloque ? On voit les indépendantistes qui, la semaine dernière encore, nous disaient, alors qu'on connaît leurs différents fonds, qui sont d'accord sur tout, qui vont faire une délégation commune pour le comité des signataires, qui prônent l'unité. Pourquoi est-ce que vous n'y arrivez pas ? Ce qui bloque, je crois, c'est la volonté délibérée, en tout cas telle qu'elle a été manifestée jusqu'à présent, de l'avenir en confiance, de tenir Calédonie ensemble à l'écart de toutes les responsabilités institutionnelles en Nouvelle-Calédonie. Ce qui est totalement contraire à ce qu'on a cherché à faire en 2009, ce qui est totalement contraire à ce qu'on a cherché à faire en 2014, et ce qui devrait plus que jamais, à 1 an du deuxième référendum, être une responsabilité politique, partagée par tout le monde. Donc, nous continuons de réclamer d'être intégrés dans une gouvernance institutionnelle qui rassemble l'ensemble des sensibilités non indépendantistes, parce qu'effectivement, nous avons à gérer une échéance majeure pour l'avenir du pays qui impose ce sens des responsabilités. On a su le faire en 2009 et en 2014, même si ça n'a pas duré toute la vie pour différentes raisons. On doit plus que jamais le faire aujourd'hui. Le comité des signataires, le 10 octobre. Les 2 derniers comités des signataires, je crois que vous aviez à peu près des positions communes, les partisans du maintien dans la France, pour préparer le premier référendum. Oui. Est-ce que ça va être le cas cette fois-ci ? Ou là encore, aucune discussion entre vous pour l'instant ? Je vous confirme que pour l'instant, de la même manière qu'on est mis à l'écart de toutes les responsabilités institutionnelles, on est mis à l'écart de toutes les discussions. Clairement, la question centrale du prochain comité des signataires, ça va être la date et les modalités d'organisation du ou des prochains référendums. Et là-dessus, effectivement, on a un désaccord. L'avenir en confiance et nous, c'est sur cette idée d'accélérer le calendrier du 2e et du 3e référendum. Pourquoi ça ? Parce que pour nous, le plus important dans la question de l'organisation des 2 prochains référendums, c'est 2 éléments. Le premier, c'est que, comme lors du premier référendum, l'organisation du scrutin soit faite de telle sorte que personne ne puisse contester le résultat. Ça, c'est le premier enjeu. Parce que s'il y a une contestation du résultat, alors tout le processus est à terre. Le deuxième, c'est qu'on puisse au maximum préserver les conditions d'une discussion, parce que quel que soit le résultat des 2 prochains référendums, il faudra une discussion entre indépendantistes, non-indépendantistes et l'État sur l'après-accord de Nouméa et l'après-référendum. Donc le deuxième, c'est préserver la possibilité d'un dialogue. Or, l'idée d'accélérer les 2 prochains référendums est une erreur technique et une imbécilité politique. Pourquoi ? Parce que si on accélère le 2e référendum, on va forcément accélérer les procédures de révision des listes, d'inscription complémentaire, etc. Et on va ouvrir un boulevard à ceux qui voudront contester la sincérité du résultat du 2e référendum, ce qui serait pire que tout. Quant à l'idée d'accélérer le 2e et le 3e référendum, au point d'ouvrir des discussions sur l'après-accord de Nouméa, en pleine période de campagne des élections présidentielles en métropole, c'est la certitude absolue d'avoir une instrumentalisation politique nationale sur ce sujet, ce dont on n'a certainement pas besoin. Et puis c'est un leurre que de croire qu'un gouvernement national à qui il restera 2 ou 3 mois de vie avant les élections présidentielles aura la moindre légitimité pour discuter de l'avenir du pays avec les Calédoniens. Donc, de notre point de vue, l'idée d'accélérer les 2 prochains référendums est techniquement une prise de risque
totalement injustifié et politiquement totalement contraire à l'objectif poursuivi. Alors les indépendantistes ont déjà annoncé lors de la dernière convention qu'en revanche, ils voulaient revenir sur les procurations, sur les bureaux de vote décentralisés. Est-ce que sur ces questions-là, on peut penser que vous parlerez d'une même voix, l'avenir en confiance et vous ? Oui. Que font les indépendantistes ? Et c'est légitime, vu de leur fenêtre. Ils cherchent à obtenir tous les éléments qui leur permettraient d'afficher lors de la prochaine consultation un meilleur résultat que le premier. Et donc, un assouplissement des procurations, un élargissement des conditions de vote décentralisé, etc., qui s'adressent à leurs électeurs, sont, de manière assez simple à comprendre, des éléments prépondérants pour eux. Nous, ce que nous disons, c'est une chose très simple. Nous avons trouvé un accord politique non sans mal sur toutes les conditions d'organisation du premier référendum qui a conduit tout le monde a déclaré incontestable le résultat du premier référendum. Nous ne devons pas toucher à ça. Ou alors nous devons le faire dans le cadre d'un consensus parfait entre indépendantistes et non-indépendantistes. Sinon, on prend le risque de fragiliser l'édifice qu'on a réussi à bâtir non sans mal lors du premier référendum. Et concernant la date, vous en êtes à novembre 2020, ça vous paraît être... De toute façon, j'ai cru comprendre de la part des indépendantistes, si j'ai bien écouté ce que disait Daniel Goa dimanche dernier, que les indépendantistes sont contre l'idée d'avancer le référendum. Bon, donc on en discutera à Paris, mais franchement, je constate que, les indépendantistes sont contre l'idée d'avancer le référendum, et pour ce qui nous concerne, on considère que c'est une imbécilité technique et politique. Bon, voilà, les choses sont claires. Donc on verra ça le 10 octobre. Avant le référendum, il y a les municipales, c'est en mars l'année prochaine. Vous y préparez? C'est une échéance importante pour Calédonie Ensemble ou non? Ça va être les premières élections après les provinciales. Hein. Oui, bien sûr qu'on s'y prépare. Avec quels objectifs? Un parti politique qui a la prétention de représenter les Calédoniens du nord au sud, d'est en ouest, de la Grande Terre aux îles, et qui affiche 16 000 électeurs, y compris en période de vache maigre, ne peut pas être absent d'une échéance comme celle des municipales. Et donc, je vous rassure, Elisabeth, nous nous y préparons. Quelles sont nos ambitions? C'est à minima de conserver nos mairies sortantes et ensuite d'être le plus représentatif possible à l'échelle du pays, en province sud comme en province nord ou en province sud. Et concernant le parti lui-même, Calédonie Ensemble, où en êtes-vous après la défaite des provinciales? On reconstruit un parti, on reconstruit une ligne politique, on va revoir les adhérents sur le terrain. Alors, on ne reconstruit pas une ligne politique parce que celle-là, elle est claire depuis 10 ans maintenant. On reconstruit effectivement pour une part notre action politique et institutionnelle parce qu'on a beaucoup de nouveaux élus et de jeunes élus brillants, talentueux. Je pense à Jean Cayce, ancien président du Sénat coutumier, originaire de la tribu de Nassira. Je pense à Magali Manuel Alalo, avocate de profession. Je pense à Annie Kouaizé, ingénieur des îles Loyauté, brillantissime. Je pense à Emmanuel Cac, ingénieur agronome, et à d'autres qui nous accompagnent. Donc, il faut permettre à cette nouvelle génération d'élus d'exercer pleinement ses responsabilités, de comprendre les enjeux, les mécanismes et les rouages de la gestion institutionnelle, et c'est un gros travail. Et puis effectivement, il faut reprendre notre bâton de pèlerin et aller sur le terrain, continuer à structurer nos implantations sur le terrain. C'est ce que nous faisons, à la fois dans la perspective des municipales, parce que on ne peut pas envisager d'affronter les municipales sans avoir une structuration de terrain digne de ce nom. Et puis sur le plus long terme, par rapport à notre ambition, notre objectif de toujours, de représenter tous les Calédoniens dans toute leur diversité et quelle que soit leur province d'appartenance. J'y reviens pour la campagne du référendum. Pour le premier référendum, chaque parti non indépendantiste avait fait campagne dans son coin. Il y avait eu 3 campagnes distinctes. Est-ce que pour le prochain, on peut envisager, est-ce que vous seriez prêt à faire une campagne commune? Et est-ce que ça vous paraît pas indispensable? Alors, d'abord, sur la campagne du référendum de Calédonie Ensemble,
Moi, je rappelle que, et même si c'est prétentieux, vous me le pardonnerez, on a de leçons à recevoir à personne, parce que nous, on a fait 130 réunions sur le terrain, là où d'autres, on en fait 17, parce qu'on les a comptées une par une, et je vous parle pas des brochures. Enfin bref, on s'est investi corps et âme dans cette campagne. Oui, avec un thème particulier sur la charte des valeurs, qui était un peu en décalage avec le oui ou non, non, qui était soumis au Calédonien. Non, Elisabeth, ça c'est peut-être votre interprétation, et je le regrette des choses. La position de Calédonie Ensemble, elle se résumait en 3 lettres. N-O-N. C'est simple. Avec le slogan « Notre avenir ne se contient pas dans 3 lettres ». Tout le reste n'est que du détail. Nous avons fait clairement campagne pour le non à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous ferez campagne ensemble pour le non ? Nous ferons de nouveau campagne pour le non à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, parce que, pour tout un tas de raisons, nous pensons que ça serait une erreur politique majeure. Est-ce qu'on fera campagne aux côtés des autres mouvements politiques non indépendantistes? Ça dépend d'eux. C'est-à-dire que nous, vous comprenez bien qu'on ne peut pas nous dire « vous êtes bon, achetez aux chiens », au gouvernement, à la province, au Congrès, on ne veut rien faire avec vous. Tout ce que vous nous avez laissé est désastreux, et donc on veut ni vous parler, ni travailler avec vous, ni discuter avec vous. On préfère faire alliance avec des gens qu'on fait élire Roch Ouamitan à la présidence du Congrès. On préfère voter pour Gilbert Huyennon à la vice-présidence du gouvernement. Alors que moi, je me souviens d'une phrase de Sonia Backès dans le meeting de lancement de campagne de l'Avenir en Confiance à l'Hippodrome, qui disait travailler avec les indépendantistes, c'est déjà favoriser l'indépendance. Je vois que les choses ont changé depuis. Donc on peut pas d'un côté nous dire qu'on est bon à rien et nous rejeter, et les 16 000 électeurs de Calédonie Ensemble avec, et puis de l'autre côté attendre qu'on vienne faire campagne avec ceux-là même qui nous ont éjectés et purgés de tout lors du référendum. On sait ce qu'on a à faire, et les choses sont très simples. Il pourrait y avoir une campagne commune si Calédonie Ensemble est associée à la gestion des institutions, et si ces 16 000 électeurs sont pris en compte. Sinon, chacun fera campagne dans son coin. Il reste encore quelques mois avant de mettre tout ça en place. Philippe Michel, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci.